pont qu'on est en train de faire aujourd'hui en venant, grâce au numérique, agir dès l'origine du projet, dans l'implémentation du programme, dans l'implémentation du besoin, dans le programme architectural, en direct, grâce à l'outil numérique, grâce à l'outil BIM, dans le futur immeuble qu'on livrera à l'usage de ce besoin. Racontez-nous un peu comment ça marche. Ça marche au travers d'un outil numérique BIM qui va permettre de la modélisation du futur bâtiment et une plateforme digitale, ce qu'on appelle une marketplace, mais qu'une marketplace de nouvelle génération, puisqu'elle va permettre de mettre en perspective non plus une recherche d'un produit fini, mais une capacité de production et un besoin, un désir qui vont s'identifier, se rencontrer et se construire au travers d'une expérience utilisateur à la disposition de tous. Vous vendez quoi sur votre marketplace ? On vous vend la capacité de vous créer un logement qui soit un logement sur mesure et qui soit un logement moins cher, puisque dans le processus industriel, toute sécurisation du produit fabriqué en amont de sa fabrication a une vertu économique positive. Est-ce que vous amenez le terrain aussi constructible ? C'est ce qu'on appelle le terrain constructible, c'est la capacité à faire de la promotion et à réhabiliter le mot promotion, parce que je pense qu'il faut lui redonner sa valeur, promouvoir de l'usage, promouvoir de l'architecture, promouvoir de la qualité de ville et dessiner aussi la ville de demain, puisqu'on ouvre la possibilité aux futurs habitants d'exprimer leurs besoins et de dessiner le paysage de leur ville de demain. Donc vous vous adressez aux gens, tous les spectateurs ici, le public peut y aller, c'est habx.com. C'est habx.fr. Vous allez, grâce à ABX plutôt, pouvoir d'une part trouver un lieu d'habitat qui corresponde à vos désirs et à vos modes de vie, grâce à une utilisation algorithmique de l'open data, la connaissance de toutes les intermodalités de transport, la connaissance de tous les points d'intérêt qui nous permettent de qualifier le territoire en culture, en vie associative, en vie numérique, en sport, en loisirs, en nature, mais aussi une connaissance du coût de l'immobilier augmentée par cette expérience numérique pour pouvoir localiser un lieu de vie qui permette d'optimiser ses mobilités, son emploi, sa vie sociale et sa vie culturelle. Donc ça, c'est le premier point d'étape qui permet de se focaliser sur le terrain, sur cette capacité constructive. Et puis, une fois qu'on a la capacité financière de pouvoir aller vers ce projet qui augmente cette capacité d'achat, c'est un configurateur industriel qui va implémenter une maquette BIM que les architectes mettront en musique, j'ai envie de dire, en animation, en projection, en création, pour livrer un logement qui réponde à des attentes d'usage. Vous voulez dire qu'on est vraiment quand le particulier décide qu'il a envie d'acheter un appartement à tel endroit parce que l'algorithme lui a conseillé, qu'il a dit oui, je valide, en effet, ça me plaît, c'est à côté de mes centres d'intérêt, etc. À ce moment-là, on est dans l'invisible. Le projet n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une bulle de vente de promoteurs. C'est ça que vous dites. Alors, le projet, on essaie d'être le moins possible dans l'invisible parce que on a besoin de sentir et de pouvoir toucher ce futur projet. On a besoin de faire projet en fait. Donc on a avant ça avec la collectivité qui détient cette régulation du droit de construire, une volumétrie, une implantation, un nombre, et puis l'architecte qui a sur ce territoire penser une insertion urbaine, penser une architecture, dessiner une écriture. On a créé un volume capable d'immeubles. Il y a des volumes capables de logements à Bordeaux. On pense ici un volume capable d'immeubles. Et on va venir implémenter du besoin, non plus des T2, des T3, des T4, comme on le fait de façon assez directive quand il s'agit de produire une opération immobilière de façon traditionnelle. On va venir incarner du besoin de façon numérique dans le programme digital de l'immeuble, et donc vous pourrez vous acheter un logement de 82, 88, 72 mètres carrés. Vous pourrez avoir décidé d'avoir une chambre collective ou de dortoir pour vos enfants. Vous pourrez avoir décidé d'avoir une toute petite cuisine parce que vous vous en fichez, ou une très grande parce que vous y vivez, une salle de bain qui peut servir de buanderie, pouvoir dire à l'architecte que l'usage ici sera l'usage de la douche plutôt que celui de la baignoire. Donc on va agir de façon industrielle sur le programme.
D'accord, donc le particulier, candidat acheteur, il n'intervient pas véritablement sur le projet architectural, c'est sur son projet d'appartement ou de logement qu'il intervient, c'est ça? Il détermine le produit, détermine le besoin, il exprime son besoin. C'est pour ça qu'on parle d'industrialiser des besoins et des désirs. Parce qu'on sait aussi exprimer du désir. Je désire vivre de telle manière et j'ai besoin de me loger pour telle raison. Ça, c'est numérisé, ça, c'est traité numériquement. C'est 100% Internet. C'est-à-dire il faut qu'on essaye. C'est-à-dire qu'on coche une case, on exprime un désir, c'est traduit par l'algorithme. Waouh, formidable. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? Ouais. Moi, je trouve ça, c'est tout à fait, c'est un cheminement logique. C'est pourquoi nous impose-t-on des produits à 50 cm² près, pratiquement, j'exagère. Une famille A, une famille B, pourquoi elle s'épanouit plus dans un T3 qui fait 63 m²? Enfin, je trouve au contraire, c'est ça, cette chance du numérique, c'est d'adapter son besoin et d'avoir les outils qui permettent d'y répondre avec ce que vous développez par exemple. On arrive en fait à avoir du sur-mesure. La notion de standard va changer. Le numérique permet de s'adapter exactement à vos besoins. Comme il permet il y a donc la notion de standardisation, elle change parce que finalement de faire 5 panneaux différents ou d'en faire 5 un peu différents, peu importe pour la machine. Donc c'est ça qui est... Oui, puis je pense qu'effectivement le numérique fait changer les modèles économiques et toute cette économie de l'offre grâce à la puissance et aux puissants fonds qu'on a chacun à portée de main, est en train de devenir une économie de la demande. Et on est obligé de l'intégrer. Aujourd'hui, vous achetez une voiture, vous avez la capacité de choisir la couleur du fil qui va coudre le siège. Vous achetez un logement, vous achetez de la ville, vous achetez votre vie. Il faut pouvoir interagir dessus. Et il faut aussi permettre, dans la création architecturale, puisqu'il en était question, de pouvoir sentir ce besoin et de sentir ce programme et l'incarner de façon différente. Et je pense que la résultante architecturale n'en sera que meilleure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dominique, mais je pense qu'on va éviter cette standardisation qui nous était imposée. Je pense qu'il y a un autre sujet qu'il ne faut pas oublier dans tout ce développement numérique, c'est qu'est-ce que le numérique va pouvoir aussi apporter pour tout ce qui est traitement environnemental. Et je pense que c'est extrêmement important. Alors avant d'en parler, c'est un sujet très important évidemment, et on retrouve Basse à ce moment-là, mais ce qui est bluffant quand même dans ce que vous proposez, c'est que quand même l'âge du numérique, où on ouvrait des tiroirs numériques pour sortir des éléments standards, excusez-moi, pré-standardisés, et qu'on essayait de caser dans le plan de son appartement. Alors je pense aux cuisines Ikea, hein, je voulais pas citer de marque, mais quand même, moi j'ai essayé, j'y ai passé presque une journée, je n'ai pas pu composer ma cuisine avec les éléments standards sur le truc numérique, sur la plateforme numérique. Donc là c'est bluffant qu'on génère à partir de juste l'envie, la forme que va prendre le désir ensuite. C'est un peu ce que vous disiez dans le processus de création, mais là c'est dans le processus de consommation que ça peut se faire. C'est pas un désir télépathique qui s'exprime. C'est pas simplement en y pensant que la chose se réalise. On a grâce au modèle du design thinking qui permet d'associer les sciences digitales, les sciences numériques aux sciences sociales, passé plusieurs années de recherche sur de quelle manière on faisait s'exprimer ce désir-là. Et ce désir-là, évidemment, il y a un moment d'atterrissage, et le moment d'atterrissage, c'est je réfléchis et on me propose des solutions, comment je veux organiser les espaces de nuit de mon logement, parce que j'ai 3 enfants, est-ce que je préfère faire 3 chambres dans lesquelles ils vont pouvoir se répartir, ou est-ce que, parce que nous vivons dans l'espace collectif beaucoup plus, j'ai envie de les regrouper, de gagner de l'espace et de le rendre disponible à tous. Donc cette expression du besoin est conduite au travers d'une UX, d'une expérience utilisateur, oui, qui permet de rester dans un processus industriel. Oui, donc vous faites des choix et vous itérez avec la machine et avec la réponse que donne la machine. C'est ça. L'utilisateur n'a pas besoin de formuler sa demande en termes techniques. Absolument pas. Voilà. L'utilisateur va choisir dans divers types d'espaces, va pouvoir interagir sur, y compris la position de son logement dans cet immeuble, qui lui permettra de l'augmenter, de le diminuer, en fonction des qualités qui sont plus ou moins recherchées, de façon dynamique et instantanée.
Vous confirmez qu'on a dépassé cet âge de la conception assistée par ordinateur, où, excusez-moi, mais dans beaucoup d'agences d'architectes, on avait la même rampe de parking parce qu'elle était dans le logiciel. Ça a été ça quand même le numérique. Enfin, non. J'ai pas dit c'est toujours les premières étapes. Mais... Enfin, tout n'est pas encore parfait, tout continuera à évoluer aussi. Enfin, c'est pour préciser les choses, quoi. Oui, mais... oui. Moi, je pense que les outils ont été créés, la puissance des machines est exponentielle et se multiplie de façon extraordinaire, et on commence à apprendre à s'en servir. Enfin, on a créé le BIM. Moi, j'utilise pas le BIM, vous l'utilisez, mais on a commencé à utiliser le BIM par envie d'avancées technologiques. On s'est dit, tiens, maintenant qu'on sait tout mettre en perspective, tout paramétrer, sauf qu'il faut lui parler au BIM, il faut lui demander de faire quelque chose, et je pense que c'est cet usage que le collaboratif rend possible. C'est quand un outil technique, et c'est ce qui s'appelle la disruption, hein, c'est mettre à disposition du grand public et des usages collectifs un outil technique pour coproduire quelque chose ensemble. Oui, et intuitif, de façon intuitive. Et de façon simple et intuitive, bien entendu, parce que tout le monde n'est pas ingénieur ni architecte. Alors avant de parler de l'insertion dans le paysage ou dans l'environnement, Nicolas Barre, vous constatez aussi cette évolution des outils numériques, puissance, souplesse d'adaptation à la créativité? Je trouve que cette plateforme, en fait, ça permet aux acheteurs de plus s'impliquer dans leur futur logement. Et nous on le constate, on est à Montreuil, dans tous les quartiers où on s'implante, en fait, c'est des quartiers en mutation. Et en fait, en général, on est les premiers à s'implanter, on relance de la production, et après, il y a des promoteurs qui construisent et qui nous envoient leurs acquéreurs. Et en fait, ces outils-là, que ce soit à la fois la plateforme de monsieur ou les outils numériques, ça permet aux acquéreurs de pouvoir, co-concevoir leur intérieur de manière simple et rapide, parce que effectivement, s'ils veulent une cuisine Ikea, ils vont chez Ikea, mais aujourd'hui les outils numériques leur permettent de faire une cuisine sur mesure à partir de plateformes comme celle-là, où ils peuvent choisir des matières brutes facilement et les faire fabriquer par les artisans qui sont dans le lieu. Donc ça réconcilie le numérique. En fait, paradoxalement, permet de faire travailler beaucoup d'artisans. Plus. Parce qu'avant, il y avait que si on parle de cuisine, il y avait que les cuisinistes, on va dire ça comme ça. Ou alors, on a beaucoup d'argent et on fait appel sur mesure. Oui. Et maintenant, on peut se payer des cuisines sur du demi-mesure adapté qui coûtent que 20 ou 30% plus cher parce qu'il y a les plateformes comme celle-là et parce qu'il y a les outils qui sont reliés après à des outils de production rapides. Alors, vous allez ouvrir à Bordeaux? Parce que ça commence à être intéressant, votre affaire. À Bordeaux, ça fait 2 ans qu'on travaille. On va dire qu'on est proche du but. Et on ne sait pas encore où? On va probablement s'installer à Floirac. À Floirac, ok. Parce qu'on cherche des sites, des quartiers de ce type. À Floirac, il va y avoir des milliers d'habitants qui vont venir... Parce qu'en plus d'ouvrir un lieu, on a des artisans dedans et il faut trouver c'est pas simple pour eux de trouver des clients. Ils sont pas formés, on va dire, au commercial, au marketing ou au business. Donc, le lieu va faire 3500 à 4000 mètres carrés. Et donc, du coup, c'est nous qui amenons les machines, mais en même temps, on passe des accords avec des promoteurs. Par exemple, à Marseille, le sponsor principal, c'est Bouygues. Donc on va essayer de faire pareil à Bordeaux. Okay. C'est important, le numérique permet, en mettant en perspective et en relation tous les acteurs des territoires, de créer des écosystèmes et des boucles vertueuses comme celle qui vient d'être citée. C'est parce que je vais habiter à Floirac que je vois qu'il y a ici Floirac qui est présent, que je connais la liste de ces... et qu'on alimente comme ça, grâce au numérique, l'idée collaborative en permanence et qui est toujours vertueuse à la sortie. Parce qu'ils peuvent faire travailler les artisans ou alors ils peuvent venir fabriquer eux-mêmes. Oui, en fait. C'est ça votre caractéristique. Ils ont conçu leur intérieur, les cloisons et autres. Après, il y a la possibilité de fabriquer par eux-mêmes en étant accompagnés par des pros. Ouais. Mais ce que je trouve fantastique dans ces histoires, c'est qu'en fait, on voit bien une réappropriation par tout le monde, finalement, de l'architecture, de l'environnement, de la ville, finalement, de la fabrique de la ville.
Et c'est des sujets qui n'ont pas été toujours très bien abordés, où les architectes finalement s'occupent beaucoup d'équipements publics, de grandes constructions, mais l'habitat, on va dire, quotidien, ouais, on était obligé souvent, de finalement, consommer l'architecte ne ce qu'on s'en nous occupait pas. Ouais. Et là, par tous ces outils qui sont mis en relation, finalement, la prise en compte d'une qualité de vie, d'un espace d'habitabilité, et finalement devient quelque chose auquel on participe. Et ça, je trouve que c'est génial. Oui, je ne pense oui. pas qu'on l'imaginait au début du numérique. On voyait ça quelque chose de froid, quelque chose qui allait nous échapper, qu'est-ce que ça va devenir. Et finalement, on voit que c'est plutôt un retour, une réappropriation individuelle de l'espace construit. Et ça, je pense que là, il y a un transfert qui est génial. J'aime bien votre mot de réappropriation. Ouais. Quand le numérique a débarqué violemment, certains ont parlé d'ubérisation de tout. Ouais, tout était ubérisé. Mais en réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit, d'autant que Uber maintenant est interdit à Londres. Et le mot de réappropriation est bien plus vrai. Alors maintenant, ces outils, le voici, Basse. Tu tombes bien. On était en train de venir avec Dominique Jacob sur la dimension environnementale de ces démarches numériques de conception, au-delà de l'aspect formel, définition des contenus, des intérieurs, etc. Alors. Oui, donc moi c'était dans la notion de paysage augmenté, dans l'idée, mais je pense que on n'a pas échangé dessus, mais moi ce que je trouve, si on sort, on était vraiment dans l'habitabilité, mais au niveau du paysage, l'environnement, finalement c'est le paysage qui est informé, c'est l'information qui accompagne le paysage, donc pareil, l'appropriation du paysage où on a plein d'informations qui peuvent se succéder, qui peuvent nous aider à comprendre un contexte, une histoire, qui peuvent du coup aussi venir nous aider quand on vient faire un projet. Finalement, il y a souvent un contexte, une logique, et du coup on a une sphère d'informations qui peuvent nous aider finalement quand on vient travailler sur un territoire, qui viennent nous accompagner. Donc ces informations, ça peut être le climat, les inondations précédentes, qu'est-ce qu'elles ont fait. Et du coup, ce sont des outils qui nous guident, qui peuvent nous aider à comment imaginer les nouveaux paysages. Et je pense que par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure, où on parlait de catastrophes, d'inondations, je pense qu'il y a toute des notions qui vont apparaître, peut-être maintenant, c'est comment aussi réparer le paysage. Et dans cette notion de paysage augmenté, qui est un paysage informé, parce que pour le moment, on essaye de protéger, on essaye de préserver, mais peut-être qu'à un moment, il va falloir se poser la question comment peut-on aussi réparer, ou comment peut-on être acteur d'une transformation du paysage qui accompagne ces changements de climat aujourd'hui. Et c'est là où je pense qu'il y a... Bon, c'est des choses qui sont à imaginer, à inventer, mais il y a là un champ d'exploration qui, je pense, est assez fantastique, parce que je pense que beaucoup de choses là sont à inventer, parce que le climat, il est là, et c'est pas en faisant les petits gestes qu'on fait aujourd'hui. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus radical. Que les villes disent, aujourd'hui, on arrête la voiture, on change. Bon, il y a des changements radicaux, et je pense que cette notion de paysage augmenté, en fait, ça peut être un outil qui est extrêmement intéressant à explorer. Et le lien avec le numérique ? C'est l'information qui accompagne. Moi, juste avant de, peut-être, je pense que nous allons voir. Mais vas-y, oui. Tu veux parler de le paysage augmenté ? Non, bien sûr. Moi, je veux parler de l'effet du numérique sur la responsabilité environnementale, et je veux parler de la capacité de l'outil numérique et du big data en particulier sur cette recommandation urbaine qu'on est capable de faire grâce à des algorithmes qui mettent en perspective, ABIX, sur le territoire parisien, met en perspective 40 milliards de combinaisons d'intermodalité de transport, avec 350 000 points d'intérêt urbains qui permettent de qualifier les aménités territoriales, les aménités de vie, et la connaissance à l'îlot du prix de l'immobilier. Mais ça permet effectivement, pas de réparer, mais en tout cas d'éviter d'abîmer plus l'environnement et le territoire en proposant aux gens d'habiter dans un endroit où on peut limiter les mobilités, où on peut utiliser à leur juste mesure les équipements publics, les transports publics, se projeter dedans, et puis peut-être d'anticiper effectivement le paysage numérique, puisqu'on anticipe le positionnement du besoin et de l'usage. Parce que la réaction que j'avais en vous entendant, Dominique, c'est que vos productions, vos créations, je dirais pas qu'elles sont contextuelles, vu... alors,
On aurait dû passer des images, tout le monde ne connaît pas. Les cubes, le cube orange, le cube vert à Lyon. Le cube orange à Lyon, je pense que tous nos projets sont très contextuels. Le cube orange à Lyon, c'est un site sur la Saône magnifique avec les collines de Balme et la Fourvière. Et c'est comment on fait rentrer le paysage à l'intérieur du bâtiment. Parce que on est face à un paysage magnifique, c'est comment faire que le plus grand nombre puisse en profiter et non pas qu'une partie d'un bâtiment. Et donc vous avez ces grands cônes qui sont venus créer du vide à l'intérieur d'un bâtiment de bureau qui avait des codes traditionnels classiques. Donc ça c'est complètement contextuel. Le cône il est orienté vers la Fourvière, il y en a un qui est orienté vers les collines de Balme et un vers le ciel. Mais le FRAC à Orléans, il se tisse entre des bâtiments de construction du début du siècle différents et toute la ville derrière qui est plutôt du Moyen-Âge. Donc il a cette complexité qui se glisse. Donc nous, tous nos projets sont complètement contextuels et justement, de toute façon, ces outils le permettent d'analyser les territoires, et leur les sites, la topographie. Et les données à prendre en compte. Basse, les relations entre paysage augmenté, ce concept que tu défends, et le numérique. Vous avez travaillé numériquement les cartes que tu nous montres là, qui sont magnifiques. On voit l'analyse le long des chemins de l'eau à Bordeaux, notamment la carte de Bordeaux est vraiment très 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 belle, avec l'analyse des potentiels et de mise en scène avant que quoi que ce soit il soit construit. Donc c'est un paysage augmenté. Oui, la notion du paysage augmenté, c'est un paysage informé, c'est un paysage intelligent, un paysage où on essaye de mesurer les résultats qu'on attend de lui. Et quand on a fait les 5 recherches, justement, j'étais étonné ou surpris de voir à Hong Kong que tout le paysage, tout le territoire a été mesuré, qu'il y a 60 000 pentes qu'on a mesurées, qu'on a mis dans une base de données. Cette base de données est ouverte au public, c'est une sorte d'image 3D de leur territoire et qui sert à responsabiliser la population. Les enfants, ils prennent des cours à l'école et j'ai suivi justement un de ces cours pour alerter les enfants à comment comprendre si la pente est stable ou pas. Et si jamais quelqu'un voit une pente qui est en mauvais état, on peut aller sur le site web et dire que pente 5HB/7 est en mauvais état. Du coup, les services viennent regarder. Du coup, chaque pente a une sorte de code, chaque arbre a une code, et du coup, ça devient un paysage très informé. Et j'étais étonné, du coup, on est allé visiter les services, et eux, voilà, ils rentrent dans le site, et ils vous montrent le pente, ils cliquent dessus. Ah, la dernière fois qu'un agent est passé, c'est il y a 2 mois, ça c'est son rapport. Et du coup, le paysage devient, c'est la première fois que je l'ai vu, le paysage devient une sorte aussi une sorte d'outil de communication. C'est pas quelque chose qui est là, mais c'est quelque chose qui vous parle. Et je pense que c'est peut-être pas dans cette forme-là, mais c'est certainement le futur. D'ailleurs, à Bordeaux, c'est une des seules villes ou la première ville en Europe qui a une carte avec tous les arbres. Tous les arbres de Bordeaux sont consultables d'ailleurs sur le site web de Bordeaux Métropole et on peut savoir quel type d'arbre pousse dans votre rue. Et une première, ça c'est peut-être une sorte de première analyse. Une deuxième étape, ce serait de mettre un chip dans l'arbre et que l'arbre puisse dire si une branche est cassée, s'il est en mauvais état, s'il manque de l'eau. C'est pas très difficile à imaginer cela. Et soudainement, les services, voilà, le matin, ils regardent, ah, tiens, cet arbre-là, et du coup, je pense que on va rentrer en communication avec le paysage. Sans parler des arbres qui parlent, hein, mais quelque part, si on leur donne l'opportunité de nous dire des choses, ils commencent à communiquer. Et ça, je pense que c'est imminent. Et une deuxième chose, c'est une discussion que j'avais avec Benjamin pendant Agora, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lois sur l'eau. Un développeur ne peut pas juste rejeter tous les eaux dans la canalisation. Il y a on calcule tout. Hein. Je sais qu'en Belgique, par logement, il y a 1,3 voitures à prévoir dans les parkings. Sauf qu'on ne parle pas le paysage reste un truc esthétique qu'il faut faire. Mais peut-être, aujourd'hui, on est capable de calculer quelle masse végétale il faut pour produire assez d'oxygène pour un nouvel habitant. Du coup, je peux m'imaginer que dans quelques années, chaque opération sera accompagnée par le nombre d'arbres nécessaires pour produire l'oxygène que demande cet habitant. Dans l'idée de rendre indépendants les opérations, ça me semble
Ça me semble une piste intéressante. Oui, à supposer qu'on produise l'oxygène à l'échelle d'une opération où on va voir tout à l'heure dans le débat sur l'âge à l'air, c'est difficile d'être bas carbone à l'échelle même de l'âge à l'air. Mais c'est un autre débat. Mais oui, mais on peut pas penser qu'on prend l'oxygène d'ailleurs et qu'on construit. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit que d'aspirer l'oxygène qu'on a produit, mais je pense que c'est comme sur la grid, on met des panneaux solaires et on redonne sur le grid ce qu'on produit. De façon générale, tu disais toi-même hier que c'est une question mondiale et de paysage planétaire. On est d'accord. Dominique Jacob. Je trouve très intéressant dans ce que dit Basmet, en effet, c'est une réappropriation également du paysage. Et quand on se le réapproprie, du coup, je pense qu'on y fait plus attention. Donc on le soigne. Et ça, c'est quelque chose, finalement, c'est un outil qu'on n'avait pas avant. Et c'est génial. Et on peut imaginer, moi je pense que tout ce débat environnemental, le paysage joue un rôle majeur. Et si justement ce paysage peut devenir intelligent, actif, c'est peut-être ça dont on parlait tout à l'heure, qui finalement pourra nous éviter plus de catastrophes. Mais il faut que ce paysage, il y a un rôle actif majeur à jouer. Et je pense que cette informatisation du paysage, c'est quelque chose de fantastique. Parce qu'il y a évidemment, c'est un jeu. C'est pas que le paysage devient intelligent, c'est qu'on commence à comprendre l'intelligence du paysage. L'informatisation du paysage, c'est pas pour le rendre plus performant, mais c'est pour nous mieux le comprendre. Par exemple, à Hong Kong, les enfants apprennent que l'arbre aide à la lutte contre l'érosion. Et puis on est en train de démontrer la puissance du numérique et de ses effets collaboratifs. On a démarré avec vos modélisations et vos sketchs 3D. On est venu y greffer l'industrialisation du besoin, du désir. Maintenant, Bass y ajoute le paysage. Et en fait, c'est cette plateforme digitale collaborative qui permet de rentrer, puisque ces machines sont de plus en plus puissantes et sont capables d'intégrer des nombres de données absolument illimités, la capacité de mettre tout ça en perspective et de s'engager dans une nouvelle forme de responsabilité quand même, parce que effectivement, on va peut-être pas planter le nombre d'arbres qui va autosuffire, mais en tout cas on va pouvoir alimenter et aller vers ce qu'on n'aurait pas fait sans l'outil. Oui. C'est là qu'on augmente. Et c'est là la nouvelle étape du numérique. Et c'est là la nouvelle étape du numérique. C'est qu'on sort complètement de toutes les visions passées que je décrivais tout à l'heure. Anciennes et dépassées maintenant, complètement. On a changé complètement de système, je dirais. On n'est plus dans une logique. On est dans une logique 3D, matricielle, où tout ça semble inclusive. Oui. Totalement inclusive. Ouais. Je pense que c'est l'économie et la responsabilité vers laquelle on va. D'ailleurs, Bass, les cartes, en fait, elles définissent des potentiels d'aménagement et de construction. En fait, on a essayé pour cette exposition d'inventer un nouvel type de cartographie. On s'est dit, dans l'idée que les métropoles vont s'agrandir, dans l'idée qu'on est à 8 milliards, bientôt 12 milliards, bientôt 15 milliards de personnes, on s'est dit quel paysage va nous rester. Et ces cartes, on a pris des grands territoires, on s'est dit, essayons de repérer chaque résistance. Résistance peut être un cours d'eau, peut être un bois protégé, peut-être un champ cultivé. Toute résistance par rapport au développement. Développement, j'entends urbanisation. Essayons de voir si ça nous donne une figure. Et bizarrement, à chaque fois, ça donne une figure peut-être basée sur les invariables du paysage, la topographie et l'hydrographie. Et du coup, soudainement, on peut s'imaginer que par exemple, à Bordeaux, évidemment, dans le centre-ville, il y a la Garonne, mais une fois qu'on est entre boulevard et rocade, on est un peu dans une sorte de périurbain sans qualité. On a du mal à voir la qualité dans le périurbain. Quand on commence à comprendre que les Jalles donnent une sorte de trame parallèle et qu'aujourd'hui, il y a des petits mares, il y a quelques moulins, il y a toute une série d'éléments. Si on pouvait les voir comme une continuité, soudainement, ces cartes donnent quelque part, c'est une carte volontariste basée sur la résistance actuelle qui peut devenir la trame du futur pour le développement. Oui, et dans un sens qui pénètre le centre depuis la périphérie, puisque c'est le fil de l'eau, n'est-ce pas? C'est ce que tu montres. Qui pénètre la ville, mais c'est... Et ça, évidemment, c'est une sorte d'idée de green fingers ou de pénétrante verte, mais c'est moins ça que de dire que dans le périurbain, il n'y a que le paysage, il n'y a que le projet de paysage qui peut donner
une référence, un repérage à l'homme. C'est pas le bâti ni l'urbanisme parce qu'il y en a pas, mais le paysage assez facilement peut donner ce cadre et aussi cette organisation du territoire, capter l'eau, produire de l'oxygène. C'est con de le dire, mais jusque-là, on était dans une planète où tous ces services écologiques étaient gratuits et évidents. À un moment donné, ils ne vont plus l'être. Du coup, je pense que le projet de paysage a cette responsabilité de penser à cela. Vous avez des projets aujourd'hui à Bordeaux sur la plateforme abix.fr? On a un premier projet qui a été mis en ligne cette semaine et on a une vingtaine de projets à venir dans les mois qui viennent. Sur Bordeaux? Sur Bordeaux et sur la métropole. On a depuis 1 an et demi avec Bordeaux Métropole et l'université Lafab éprouvé le modèle et étudier, et laisser étudier et regarder, valider par Bordeaux Métropole le modèle, et on s'apprête à le déployer de façon importante dans les semaines et les mois qui viennent. Vous allez pouvoir intégrer les datas dont parle Bass? Bien sûr qu'on va essayer et toujours plus développer. On consacre 40% de nos efforts à de la recherche et du développement pour toujours augmenter les capacités d'usage, augmenter les bénéfices de pouvoir entendre et de pouvoir matérialiser ce besoin. Et évidemment, on travaille déjà beaucoup sur la question du végétal. On fait un immeuble ensemble dans le cadre de Réinventer Paris avec Bass aussi, et on a ces réflexions en tête. On crée des potagers dans les immeubles. Les gens sont très demandeurs d'appropriation du paysage. Ouais, il semble. C'était le débat d'hier après-midi. Dans la liste des options d'espaces partagés qu'on peut fournir, quand on parle de salle de sport, quand on parle de piscine, quand on parle d'atelier, quand on parle de potager, c'est dès qu'on peut mettre sur le toit d'un immeuble, à côté d'un immeuble, un lieu de culture, où on va produire ses propres légumes. Enfin, en tout cas, c'est une utopie retrouvée, et ce besoin de se rapprocher du paysage et de la terre. C'est ce qui se disait hier, hein, on est d'accord. C'était un des bilans de l'après-midi. On a exploré tous ces thèmes, effectivement, de l'urbanisme agricole et de l'urbanisme en ville. Et puis, j'entends la demande de mutualisation, et on retrouve une tendance que Nicolas Barre illustre bien avec ses Fab Labs. Ça vous semble une tendance montante? Alors oui, concernant les Fab Labs, c'est une tendance montante, surtout chez les entrepreneurs. Chez les particuliers, c'est compliqué parce qu'il faut, comme il y a beaucoup d'outils numériques, il faut maîtriser les outils de conception numérique, et il n'y a pas beaucoup de particuliers qui les maîtrisent. Ouais. Donc finalement, les Fab Labs dédiés au grand public, même s'ils se développent, ils ne sont pas viables du tout, quoi. Du tout. Donc il y en a beaucoup qui commencent à disparaître. D'accord. Donc c'est une leçon aussi sur celui qui va s'ouvrir à Bordeaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle? Alors, on n'y voit rien, hein, sachez, quand on est ici, puisqu'on est sous les projecteurs. Non. Si. Là. Tenez, le micro arrive. Présentez-vous, parce qu'on enregistre tout, évidemment. Bonjour, merci. Je suis Clémentine Brown du bureau d'études AltoStep. Je voulais savoir jusqu'où vous alliez en fait en termes d'appropriation d'espaces partagés, de mutualisation, enfin à quel point les habitants peuvent sortir de la bulle du logement qui participe à concevoir pour co-concevoir aussi les espaces partagés et les différents usages de l'immeuble sur la plateforme Abix. Alors il y a une première phase de contextualisation qui se fait avec les architectes du projet, puisqu'on décide d'attribuer un certain nombre d'espaces au collectif, et puis ensuite en fonction de l'immeuble, de sa localisation, des usages qu'on peut percevoir et à venir autour de celui-ci, on propose une liste d'espaces qui vont d'un atelier partagé à une salle de coworking, à évidemment des usages récréatifs ou des usages de besoin, un appartement partagé. Et les futurs habitants de la résidence sélectionnent dans ces espaces-là, font des choix et listent des choix, et c'est la résurgence de la totalité de l'expression des besoins qui décide de l'espace collectif futur. Et en général, on essaie d'attribuer à cet espace entre 5 et 10% de la surface totale de l'opération. Donc on a des espaces qui sont généreux. On en a fait la démonstration sur cette opération de Réinventer Paris, où on a poussé le curseur encore plus loin, puisque sur une opération de 2000 m², on a 350 m² d'espace partagé, comprenant un atelier pour réparer les vélos et pour pouvoir bricoler en sous-sol,
une conciergerie en rez-de-chaussée, une salle polyvalente au premier étage et un potager de 250 mètres carrés sur le toit de l'immeuble. Et est-ce que les habitants ont la possibilité d'interagir, enfin de se rencontrer ou d'avoir un, je sais pas moi, un système d'interaction entre eux, ou est-ce qu'ils ils font ça indépendamment les uns des autres? C'est la vie de la copro. Hein. Alors, c'est là que notre travail de design thinking et d'expérience utilisateur a porté ses fruits, puisque l'idée c'est de pouvoir produire de façon massive du logement moins cher et du logement sur mesure. Donc les habitants collaborent, interagissent avec le modèle et la production et les architectes de façon 100% numérique, et se retrouveront et se rencontreront tous une fois qu'on aura terminé de fabriquer le produit qui leur convient, donc au moment du dépôt du permis de construire. Et évidemment, ils créent aussitôt, et c'est les expériences qu'on voit se multiplier, une collectivité, un réseau, et ils sont déjà, avant que la construction de l'immeuble commence, en train d'échanger, de partager, de se projeter, d'imaginer, et si on achetait ça, et si on faisait ça. Autre question ? Non ? Bon. Eh ben, écoutez, on va vous remercier donc tous. Paysage augmenté, donc il y a cette version grande échelle que dit Bas, il y a cette version plus petite dimension, mais vous les connectez toutes finalement pour qu'elles s'y retrouvent. Peut-être qu'elles se retrouvent finalement dans la plateforme ABX, où vous traitez à la fois du contexte grande échelle jusqu'à la plus petite échelle du coin du placard du logement. Tout ça est fait pour les hommes. Pour nous, donc c'est les utilisateurs. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est au service de la vie. Donc effectivement, de pouvoir donner à cette vie la capacité de pénétrer ces univers de production, c'est la révolution du numérique. Dans un contexte augmenté. Bon, merci.